Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler making of. Et oui, making of, attention, sans langue de bois, ce que j'appelle les making of sans langue de bois. Et oui, parce que dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire des DVD et des Blu-ray, on a eu toujours des making of, mais bien souvent assez complaisants. Tu sais, le making of qui va t'expliquer que ouah, ça s'est super bien passé avec ce réalisateur, j'ai adoré tourner ce film, quelles que soient les circonstances, le chef déco qui s'entend avec le mec accessoiriste, etc., etc. Donc tu as toujours ce que j'appelle les making-of très promotionnels et qui sont assez ennuyeux. Et par exemple, l'exemple de ça concerne un réalisateur que j'adore bien évidemment, et il est derrière moi, il s'appelle Steven Spielberg, et qui lui a une telle volonté, si tu veux, de contrôler l'image de ses films, de ses productions, qu'il y a eu beaucoup de making-of, ce que j'appelle les making-of très promotionnels, où Steven Spielberg dit que c'était super, que c'était génial, les intervenants, etc. Alors je ne dis pas que tous les tournages de Steven Spielberg étaient chaotiques, bien sûr, et il y en a eu, notamment sur Les Dents de la Mer, mais là c'était tellement connu qu'on pouvait pas passer au travers, si tu veux, du tournage chaotique des Dents de la Mer, donc on en a fait évidemment un documentaire, mais le truc c'est que tu as souvent cette volonté absolue de contrôler une image pour dégager une image positive en fait de ce qui va se passer. Et il y a évidemment dans l'histoire du cinéma beaucoup de making-of qui ont un peu transgressé ces règles et qui ont voulu montrer véritablement l'envers du décor, ou plutôt l'enfer du décor si je peux oser ce jeu de mots, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers 3 films que je vous ai sélectionnés. Je sais bien entendu que beaucoup d'entre vous les ont déjà vus, mais on va en reparler et peut-être que ça pourra encourager ceux qui ont ces coffrets mais qui n'ont pas vu ces making-of de les regarder. Alors le premier de cette sélection, c'est évidemment Alien. Voilà, donc Alien avec 4 making-of incroyables dans ce coffret, des making-of qui étaient déjà dans les éditions DVD, mais qu'il faut absolument regarder parce que alors là, vraiment, pour moi, c'est peut-être, les making-of les plus complets sur une saga. On vous raconte absolument tout. Alors, ça concerne les 4 films. Le premier, Alien le Retour, Alien 3 de David Fincher et Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Mais alors, c'est tellement complet, tellement riche. Donc on a un making-of par film, plus les modules complémentaires aussi par film. En fait, les modules complémentaires, ce sont des scènes coupées à l'intérieur même de ces documentaires. Bah oui, parce que sinon les documentaires duraient trop longtemps. Donc on a dû couper des scènes. Eh bien, la Fox les a remis dans ce Blu-ray. Donc évidemment, on peut se régaler en regardant tous ces compléments d'informations au making-of qu'on a déjà vu. Alors le premier s'intitule La bête à l'intérieur. Pour le deuxième, celui de James Cameron, Une puissance de feu supérieure. Pour le Alien 3 de David Fincher, Épave et rage. Et pour le quatrième de Jean-Pierre Jeunet, Un pas vers l'au-delà. Et alors, c'est évidemment passionnant parce que ces documentaires sont également produits par la Fox. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? On va nous parler évidemment de la genèse du projet Alien, on va nous parler des problèmes de réécriture, donc avec tous les intervenants, les producteurs, les scénaristes qui vont être aussi déçus du résultat final du premier Alien. Il y en a même qui vont le dire, qui vont dire ouais, le premier Alien, ça s'est quand même beaucoup éloigné de ce que j'avais par rapport à ma vision initiale. On va te raconter évidemment tout le travail colossal de Giger, la sortie et réception du film, les galères de tournage, et ça sur les 4 films. On va même te mettre le Fuck Fox de David Fincher, et c'est là où c'est incroyable. Je rappelle que ce sont des documentaires produits par la Fox, avec donc des documents qu'on te met à l'intérieur d'un Blu-ray édité par la Fox, et on n'hésite pas à mettre les problèmes, si tu veux, de production entre la Fox et un réalisateur comme David Fincher qui va les insulter. Et tout ça, évidemment, on te le montre. Et pas que ça, bien évidemment. L'exigence d'un Cameron avec toute l'équipe de Pinewood, l'équipe anglaise de Pinewood qui était totalement contre lui. La rancœur également de James Cameron vis-à-vis de David Fincher quand il a vu qu'il n'avait pas gardé, par exemple, le personnage de Newt et certains personnages d'Alien le Retour dans le Alien 3. Tout ça va être raconté. C'est absolument passionnant parce qu'on n'hésite pas à te dire qu'effectivement, il y a eu évidemment beaucoup de bonheur sur ces tournages, évidemment, ce n'était pas que un chaos, mais il y avait aussi un chaos, parce que c'est ça le tournage d'un film, c'est pas juste c'était super de travailler avec un tel et un tel. Et donc on va te raconter évidemment tous les problèmes inhérents à un tournage de film, surtout des tournages de gros films comme ça. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur les modules complémentaires, à savoir les scènes coupées, on va avoir des séquences entières de tournage sans voix off, sans explication, juste brut, comme si c'est toi en fait qui étais sur le tournage et qui filmait en fait ce qui était en train de se passer. Et donc là c'est fabuleux parce que tu vois un réalisateur comme James Cameron au travail, en train de filmer ses comédiens, dans les décors, etc. Mais sans explication, sans rien pour te détourner en fait de ton attention en tant que spectateur en train de regarder cette séquence-là. Et donc tout ça constitue évidemment un trésor inestimable pour tous les amoureux de cinéma qui veulent en savoir plus sur leur saga préférée, sans qu'on te perturbe avec une voix off, etc. Juste l'image qui marque une empreinte.
Et évidemment, il y a les félicitations, les congratulations entre intervenants, bien sûr, ça on ne peut pas l'éviter, mais j'ai envie de te dire que ça transpire l'authenticité, c'est-à-dire que par exemple, quand tu as un Stan Winston qui t'explique qu'il n'a accepté de travailler sur Alien 2 que parce que c'était pour James Cameron. Là, il y a vraiment une sorte d'honnêteté, de sincérité. Tu sens pas que tout ça est forcé. T'as pas l'impression que la Fox a dit à Stan Winston « Ouais, vas-y, dis que t'as adoré de travailler avec James Cameron parce que comme ça, on vendra mieux le film. » Non, tu sens vraiment une volonté de la part de Stan Winston, qui avait travaillé avec James Cameron depuis Terminator. Oui, cette véritable amitié, cette véritable collaboration qui n'est pas factice, qui est totalement honnête. Et ça, tu le vois vraiment dans le documentaire. Et j'ai envie de te dire, dans les 4 documentaires des 4 films. Donc je n'insisterai jamais assez pour que vous regardiez ces documentaires. Alors il y en a qui sont disponibles je crois sur YouTube. Malheureusement il n'y a pas de sous-titres français, c'est qu'en anglais, donc vous allez un petit peu galérer. Pour ceux qui auraient ce coffret et qui n'auraient pas vu ces documentaires, ça peut arriver, ou qui auraient les DVD et qui n'auraient pas vu ces documentaires, jetez-vous dessus, vous allez apprendre énormément de choses. C'est une mine d'informations et aussi rien que pour ça, il faut garder nos supports physiques parce que ça c'est des trucs que tu trouveras pas sur les plateformes, tu trouveras pas ça sur Netflix, sur Amazon Prime ou sur je sais pas quoi, ça tu les trouves sur le support physique, sur tes DVD, sur tes Blu-ray, et surtout, vous allez apprendre l'authenticité, la vérité d'un tournage, et c'est aussi pourquoi la tentative de producteurs de vouloir faire comme dans les années 80 à l'époque maintenant, eh ben ça va se solder tout le temps par un échec en fait, parce que là tu vois véritablement l'amour d'artisans en train de travailler. James Cameron, Ridley Scott et tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient des artisans, des réalisateurs, oui, exigeants, oui, mais des artisans, des amoureux du cinéma, et ça se voit. Et donc, quand tu vois, si tu veux, tous les producteurs maintenant en train de vouloir refaire les trucs des années 80 et tout, tu te dis, mais ça ne peut pas marcher, parce qu'on n'a plus la même mentalité, l'époque a totalement changé, ce n'est plus les mêmes impératifs, ce n'est plus les mêmes choses, maintenant il y a trop de facilité, il y a trop de fond vert, il y a trop de choses comme ça, et donc on ne crée plus, on n'a plus d'imagination. Quand tu vois un Cameron en train de bosser sur Alien 2, et là tu le vois là-dedans, ou un Ridley Scott, tu vois l'imagination des gens, mais tu vois l'imagination sans limite de ces gens-là, arriver à faire des grands films qui vont rester dans l'histoire du cinéma, avec pas beaucoup de budget en fait, voilà, c'était ça le truc. Et c'était un peu la séquence vieux con de ma part, mais c'était important de le rappeler, et c'est vrai que c'est ce que tu vas voir un petit peu justement dans ces fameux documentaires. Hearts of Darkness, a filmmaker's apocalypse. Look at my movie, you'll see what I'm talking. Le deuxième de cette sélection inévitable, c'est évidemment Apocalypse Now. Alors évidemment le film bien sûr, mais surtout on va s'attarder un petit peu sur un des meilleurs documentaires de l'histoire du cinéma, et ceux qui connaissent Apocalypse Now le savent. C'est le documentaire Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness, qui est disponible, je crois, sur le Blu-ray numéro 3. Même sur le Blu-ray numéro 2, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de modules très sympas à regarder, mais surtout, le clou du spectacle, c'est Heart of Darkness, quasiment aussi mythique que le film. Donc ce film, d'ailleurs, qui est sorti en salle, qui a eu une sortie salle extraordinaire à l'époque, peut-être un des meilleurs making-of de l'histoire du cinéma, parce qu'il vous montre là pour le coup l'enfer. L'enfer d'un tournage, la folie d'un homme, dépassé par sa mégalomanie. Francis Ford Coppola au bord du suicide, qui a perdu 40 kilos. Un typhon qui arrive pour saccager tous les décors. Un Marlon Brando qui se fout complètement de son texte, qui arrive totalement obèse et qui est intéressé par une chose, prendre sa thune et partir. C'est ça, Apocalypse Now. Et c'est ça, Au cœur des ténèbres, et c'est ce que va te raconter, évidemment, ce documentaire. Le budget qui explose, la crise cardiaque de Martin Sheen, même Coppola lui-même veut même pas en entendre parler. Des tensions à non plus finir sur le tournage, un Dennis Hopper complètement drogué, complètement taré. Et puis, les doutes et les dépressions d'un réalisateur, comme je le disais, dépassé par sa propre mégalomanie, qui finalement ne s'en remettra jamais en fait de ce tournage. Et à la fin du documentaire, quand tu regardes à l'époque où Apocalypse Now est sorti et ce que va faire Coppola après, tu te dis heureusement en fait qu'il a fait par exemple le Parrain numéro 1 et 2 avant. Parce que il est clair qu'après Apocalypse Now et après avoir vu Au cœur des ténèbres, il est évident que tu te dis que Francis Ford Coppola ne pouvait plus être le même homme. Ce film l'a totalement changé. Mais pour le comprendre, il suffit pas juste de regarder le film, il faut absolument voir Au cœur des ténèbres. Et là, tu vas tout comprendre, tu vas voir les étapes. Il y a carrément un arc narratif de Francis Ford Coppola dans ce documentaire, alors que c'est un documentaire. Ça reflète réellement ce qui s'est passé. C'est absolument passionnant. Pour moi, Apocalypse Now ne peut pas se comprendre sans avoir vu
au cœur des ténèbres. Donc c'est un film qui a été tourné par sa femme, elle a même enregistré Francis Ford Coppola. On voit, je crois aussi, la petite Sofia Coppola à un moment donné sur le tournage, pour tous ceux qui aiment le travail de Coppola, et je le redis encore, je pense que après ce film-là, je dis pas qu'il a fait des mauvais films Coppola après Apocalypse Now, attention, parce qu'il y a beaucoup de bons films, mais en fait ce sont des plus petits films après Apocalypse Now. En fait, Apocalypse Now, on peut même considérer qu'au-delà du Parrain, qu'Apocalypse Now c'est l'œuvre de sa vie, bien plus que le Parrain qui était plus un film de commande. Apocalypse Now c'était vraiment, voilà, ce qu'il voulait faire, c'était sa vision de mégalomaniaque, c'était sa vision de la guerre du Vietnam, il voulait absolument faire ce film, et on le voit vraiment dans ce film, la volonté jusqu'au boutiste, même d'aller jusqu'à la folie, de faire Apocalypse Now. Donc si vous possédez le Blu-ray ou le DVD, vous vous débrouillez, vous regardez Heart of Darkness, au cœur des ténèbres, document indispensable. It was a bitch. Le troisième et dernier de cette sélection, comment échapper évidemment à Blade Runner, avec un documentaire making-of, je crois, le plus long de l'histoire des making-of, et ça s'appelle Des temps difficiles, Dangerous Day, et le making-of va durer 3h30. 3h30 de making-of sur un seul film. C'est évidemment colossal, mais c'est tellement passionnant que les 3h30, évidemment, on ne les voit pas passer. Et là, c'est encore un documentaire, ce que j'appelle les documentaires sans langue de bois, parce qu'on va absolument tout vous expliquer. Évidemment, la genèse du projet, comment c'est arrivé dans les mains de producteurs à partir du roman de Philippe K. Dick. Et alors, le petit avantage qu'a ce film documentaire sur les autres, notamment même sur Alien, c'est qu'on va voir, par exemple, plein de prises ratées, plein de, ce que j'appelle, entre guillemets, des bêtisiers, des choses qu'on ne verra jamais dans le film. Mais attention, pas bêtisier en mode ouais, c'est cool, t'as vu, on a raté cette prise et on se marre et on rigole. Non, c'est vraiment des choses hyper sérieuses. Tu vois toutes les tensions sur le tournage. Ça te permet de voir un Harrison Ford très mal à l'aise. Ça te permet de voir un Ridley Scott de plus en plus exigeant. Des cascadeurs qui ratent leur prise, etc. Donc on n'est pas là pour se marrer très clairement. On voit une ambiance très pesante en fait. Et c'est ce qui va ressortir en fait d'ailleurs sur le film Blade Runner. C'est cette ambiance très pesante, cette ambiance mélancolique, cette ambiance triste qui va véritablement régner sur le plateau. C'est ce qu'on va te montrer dans ces 3h30 de documentaire absolument dantesque. On t'explique par exemple que Ridley Scott ne voulait pas tourner un autre film de science-fiction après Alien. Il y a eu le décès de son jeune frère qui a été victime d'un cancer, donc du coup il s'est plongé dans le scénario de Blade Runner, ça l'a aidé un petit peu à sortir de cette époque douloureuse de sa vie. On te raconte évidemment le casting, il faut savoir que c'était Robert Mitchum qui était pressenti pour le rôle, qui était pressenti pour le rôle de Deckard. On va s'attarder aussi sur Dustin Hoffman, parce qu'avant Harrison Ford, il y avait Dustin Hoffman qui était sur les rangs, et ça a failli se faire avec Dustin Hoffman. Al Pacino, Nick Nolte et tout ça a été prévu bien sûr. Et il y a des nouveaux réalisateurs intervenants comme Guillermo del Toro, comme Frank Darabont. Certains vont même te dire qu'ils préfèrent par exemple la version avec la voix off. Alors, moi c'est mon cas, si je peux digresser un peu, moi c'est mon cas, j'adore cette version avec la voix off. Je n'aime pas la fin en fait de la version sale avec les images de Shining et ils s'en vont au loin, lui et Rachel, ça j'aime pas du tout. Mais par contre, la voix off, j'avoue que j'adore parce que ça renforce pour moi le côté film noir, film d'enquête. Blade Runner, c'est ça aussi, c'est pas qu'un film cyberpunk, c'est aussi un film noir, c'est un film d'enquête, et je trouve que cette voix off renforce ce côté-là, et j'ai toujours aimé, moi, personnellement, cette version avec cette voix off, mais tu apprends quand même que, justement, dans ce même documentaire, que Harrison Ford, bah, lui, était contre, justement, cette voix off, et Ridley Scott aussi, et ce qui va évidemment corriger dans la Final Cut et dans la Director's Cut qui va sortir au début des années 90. Tu as aussi la fameuse contribution d'un Rutger Hauer qui va contribuer au dialogue final de Blade Runner, parce que, bah, dans le scénario, c'était pas écrit de cette façon-là. Tu as évidemment toutes les séquences où on t'explique les décors, les effets spéciaux avec Douglas Trumbull, donc qui est quand même un des piliers du domaine des effets spéciaux. Et là, tu as carrément du Cyberpunk 2077, là, qui nous attend la semaine prochaine, en jeu vidéo. Tu as du Cyberpunk 2077 avant l'heure, quoi. Mais vraiment, alors qu'on est en 82, c'est juste exceptionnel. Évidemment, tout ce que Blade Runner a réinventé, mais bon, on va pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. Et on te parle évidemment des fameuses tensions, parce qu'il y en a eu des tensions sur Blade Runner. Et alors, on te le raconte dans ce documentaire, on te le martèle même, les acteurs qui protestent, Harrison Ford qui n'est pas à l'aise, qui a beaucoup de mal aussi avec Ridley Scott, parce que on n'est plus dans l'ambiance lucasienne, Spielbergienne, si tu veux, où on est tous potes plus ou moins les uns les autres, on est dans une ambiance plutôt bon enfant, on respecte le travail des réalisateurs et le travail des acteurs. Chez Ridley Scott, c'est pas vraiment la même chose, il n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur le jeu d'Harrison Ford en souffre, et donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Il y a par exemple l'alchimie qui devrait normalement aller de soi entre Harrison Ford et Sean Young, mais ça ne fonctionne pas, donc ça crée de nouvelles tensions.
tension, le budget est dépassé, Ridley Scott se met quasiment toute l'équipe à dos à un moment donné, il est même menacé d'être viré par les deux producteurs. En gros, voilà tout ce que tu verras dans ce documentaire de 3h30. Il y a évidemment aussi cette fameuse séquence qui déchire le cœur quand on te parle de la sortie du film. Quand on te parle de la sortie du film, on sait tous évidemment que le film a bidé à l'époque, et juste après son premier week-end d'exploitation qui est très important aux États-Unis, t'as des intervenants donc qui sont là face caméra, qui t'expliquent, même la fille de Philippe Cadic, qui va t'expliquer qu'elle va en salle et qu'il y a 3 personnes dans la salle pour voir le film. Et elle te dit putain, j'avais le cœur déchiré. Et toi-même, en tant que spectateur, quand tu vois cette séquence, alors que tu sais même que le film a bidé à l'époque, toi aussi, t'as le cœur déchiré, parce que tu dis, mais c'est pas possible que ce film-là, à l'époque, ça ait fait un four, c'est pas possible. Mais les gens, évidemment, n'étaient pas prêts à voir ce type de film à l'époque, ils avaient pas envie de voir ça. Et donc, tout ça fait partie des séquences trésors, voilà, de l'histoire du cinéma, qui va te raconter un film dans tous ses détails, dans tous ses recoins. On apprend absolument tout, il n'y a pas de langue de bois, tout est raconté de façon très authentique. J'aurais pu, évidemment, parler aussi de making-of comme Lost in La Mancha, mais Lost in La Mancha, si tu veux, c'est plus sur un film qui ne s'est pas fait. Pour moi, c'est plus un tournage avec beaucoup d'embûches, et donc du coup le film n'a pas pu voir le jour. Alors ça aurait été intéressant d'en parler, peut-être que j'en reparlerai dans une seconde vidéo. Il y a également l'Empire des rêves, sur la trilogie originale de Star Wars, j'en avais parlé dans une vidéo au lancement de Disney+, hein, vous pouvez aller regarder, j'en avais parlé très rapidement, mais évidemment aussi qu'il faut voir ce film, il est disponible sur ce DVD là, et également sur Disney+, l'Empire des rêves, qui vous raconte les tenants et les aboutissants de la trilogie originale. On sent quand même un contrôle, si tu veux, sur l'Empire des rêves, hein. On n'écorne pas trop le réalisateur, on n'écorne pas trop la Fox, mais quand même, on apprend certaines vérités, et c'est évidemment très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent évidemment ces making-of, et bien vous pouvez en parler dans les commentaires. Pour les autres, jetez-vous dessus, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!